Quel est le problème? Un conflit de civilisation est-il possible? Est-il probable? Que faire et que fait-on déjà pour l'empêcher? La thèse du conflit de civilisation est célèbre. Ses critiques ne le sont pas moins. Prendre cette thèse au sérieux, c'est tout de même mieux la comprendre, dans ses détails. Et surtout, ne pas se laisser abuser par des explications simplistes. Celles-ci viennent d'ailleurs des deux bords, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre cette thèse. Au choc des civilisations, la communauté internationale, et bien sûr la communauté académique, préfèrent le dialogue des cultures, ou même l'alliance des civilisations. Certains essayistes poussent même le raisonnement jusqu'à promouvoir l'œcuménisme, voire la rencontre des spiritualités. Mais ces constructions souffrent des mêmes faiblesses que celles de Samuel Huntington. Pareille division du monde n'existe que dans les têtes, pas dans la réalité. Commençons par un retour aux sources. L'inventeur du concept de choc est Samuel Huntington, qui l'a publié en 1993 dans Foreign Affairs sous forme d'un article provocateur. Dans ce texte, il affirme l'histoire humaine et l'histoire des civilisations, et non pas celle des révolutions économiques, des luttes de classe, des luttes de clans. Toutes ces luttes sont en effet temporaires, ou alors elles ont été dépassées par l'histoire, et notamment la dernière, la lutte des classes, par la chute du mur de Berlin. Entre elles, les civilisations, il y a des lignes de fracture, au sens géophysique, comme les failles de la croûte terrestre. Quelle est vraiment la thèse de Huntington? Selon lui, le choc des civilisations est inévitable. Mais il a un avantage, il permettra de refonder l'ordre mondial. Il le fera en soulageant les grandes puissances de leur fardeau paternaliste. Comme l'écrit l'auteur, je lis, « La croyance occidentale dans la vocation universelle de sa culture a 3 défauts majeurs. Elle est fausse, elle est immorale et elle est dangereuse. » Afin d'étayer sa thèse, Huntington superpose civilisation, religion et culture. Il dit « Les grandes religions sont la pierre angulaire sur laquelle s'édifient les civilisations. Elles sont donc les équivalents de plaques tectoniques qui s'entrechoquent. » Voici, sur cette carte, comment les civilisations se répartissent sur l'ensemble de la planète, si l'on suit la description qu'en donne Huntington. Cette thèse soulève de nombreuses interrogations et autant de doutes. Voyons maintenant quelques problèmes largement débattus à son sujet. D'une part, civilisation, religion, culture ne se superposent pas. D'autre part, les civilisations ne sont pas unifiées. Les religions n'en sont pas les seuls fondements. Elles abritent des cultures diverses. Et elles-mêmes, ces cultures ne sont pas homogènes. Huntington, par exemple, boute la civilisation orthodoxe hors de la civilisation européenne. Il néglige surtout les divisions profondes au sein de l'islam. En voici une preuve. Religion et civilisation ne coïncident pas du tout sur cette carte. Et voici une autre preuve. Les cultures, même celles qui sont réputées les plus unies, sont en réalité hétérogènes. Il n'y a par exemple pas un seul islam, mais plusieurs sectes et plusieurs écoles, dont la répartition géographique est représentée sur cette carte en commençant par les 4 rites enseignés dans les mosquées. On peut ajouter à ces problèmes que les pays dits centraux ne sont pas tous vraiment au centre de chaque civilisation, comme Huntington le prétend. Nombre de pays sont des pays carrefours, des ponts entre les civilisations, comme la Turquie. C'est le cas aussi de régions tout entières, comme le Caucase. Parfois, on les conçoit comme des remparts, mais si c'est ainsi qu'on les perçoit, c'est parce que c'est une construction politique ou diplomatique. Le choc à venir, si jamais il y en a un, n'opposerait donc pas l'islam à l'Occident, mais des Orients musulmans et non musulmans entre eux. Par exemple, les Chinois aux musulmans asiatiques. En effet, l'islam, pour s'en tenir à lui, est dispersé sur plusieurs continents, et il a plusieurs centres. Mais on pourrait faire le même raisonnement avec les autres civilisations de Huntington. Enfin, les héritages coloniaux pèsent peut-être davantage sur les décisions futures que les différences de foi ou les conflits de valeurs. On le voit par exemple avec la coïncidence entre la carte de l'Empire britannique et celle de la faille tectonique qui sépare l'islam des autres religions dans les pays voisins des États musulmans. Sur la diapositive suivante, on voit en effet que la fameuse fracture sépare surtout des colonies britanniques musulmanes et non musulmanes, alors que ces ex-colonies partagent un même legs culturel
et politique qui imprègnent très profondément leur mode de vie et leur système de croyance. Il est composé de ce que l'on appelle en politique le régime de Westminster, grande démocratie électorale avec un mode de scrutin particulier, et en matière judiciaire, de common law, à la différence de systèmes juridiques continentaux. Voici la carte de l'Empire britannique, le British Empire, et de l'islam en son sein. À l'encontre de la thèse fameuse de Huntington, des organisations ont opposé l'idée d'un dialogue des cultures. C'est notamment le cas de l'UNESCO. Selon cette organisation intergouvernementale, la richesse culturelle du monde, c'est sa diversité. Chaque culture, dit-elle, puise à ses propres racines, mais elle ne s'épanouit qu'au contact des autres. L'échange équitable, ainsi que le dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples, doivent être basés sur la compréhension, le respect mutuel et l'égale dignité des cultures. Tout ça est la condition de la construction d'une cohésion sociale, de la réconciliation entre les peuples et de la paix entre les nations. Ces résolutions, aussi belles soient-elles, ont quand même des effets pratiques. Je vous les laisse découvrir. Dans ce cadre du dialogue des cultures, l'UNESCO promeut les œuvres de grands auteurs œcuméniques ou transculturels, comme Rabindranath Tagore, l'Indien Aimé Césaire, l'Antillais et Pablo Neruda, le Chilien, qui couvrent à eux trois une période allant de la naissance du premier en 1861 au décès de Césaire en 2008. Voici pourquoi l'UNESCO les a choisis pour promouvoir le dialogue des cultures. Je lis. Leur action militante et leur œuvre littéraire ont su réagir aux contradictions d'un système mondial inégal et injuste, élaborer une nouvelle intelligence de leur société et du monde, afin de fonder un humanisme concret et universel. L'œuvre et le parcours de ces trois auteurs, toujours selon l'UNESCO, enseignent au plus haut niveau l'imbrégation de l'universel et du particulier, quand il s'agit d'appréhender les processus complexes de la modernité. En dehors des organisations intergouvernementales, il y a aussi eu des rencontres œcuméniques, comme celle qu'a initiée le grand orientaliste français Louis Massignon, un très fin connaisseur de l'islam. Il disait « Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, mais devenir son hôte ». Cet homme apprenait toute sa vie un dialogue islamo-chrétien qui a pris de multiples formes. Selon lui, par exemple, pour mettre fin au conflit du Proche-Orient, je cite, « L'unique moyen d'arriver à une réconciliation sérieuse entre les musulmans arabes et les Israélites en Palestine est de trouver un terrain commun d'entente culturelle. » Cultural, ici, est un équivalent au fond de civilisationnel. Mentionnons aussi un dialogue islamo-chrétien, nourri par de nombreuses organisations non gouvernementales. Ce dialogue est conduit avec régularité et détermination pour lutter contre le fossé croissant entre les deux religions, à la base aussi de la théorie de Huntington. Le Vatican encourage ce dialogue. Il agit à cet égard comme une sorte d'organisation internationale en réunissant des autorités morales des deux religions à périodicité régulière. Par exemple, il y en a une qui s'est tenue récemment à l'initiative d'un président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et du président du Forum international islamique pour le dialogue, dont le siège est lui en Arabie Saoudite et non pas à Rome, évidemment. Parlons aussi des initiatives de l'ISESCO, l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. L'une d'entre elles attire l'attention, l'Alliance des civilisations. Selon une plaquette de cette institution, je cite, « Le dialogue doit être équilibré, satisfaire aux conditions d'équité, d'égalité et de volonté commune. » Je vous laisse lire la suite. Ce dialogue ne sera pas forcément facile. Les musulmans croient en effet qu'ils sont bien issus d'une source commune avec les chrétiens et les juifs, comme en témoigne cette miniature persane représentant le prophète Mahomet avec les prophètes qui l'ont précédé, qui les conduisent à la prière. Parmi ces prophètes, il y a Moïse et Jésus, ce qui devrait faciliter la compréhension mutuelle. Mais Mahomet est l'imam, c'est aussi le sceau des prophètes. Le Coran l'emporte donc sur tout ce qui lui est antérieur. En conclusion, en dépit de la séduction que la thèse du choc des civilisations a suscité lorsqu'elle est parue, elle est insuffisamment étayée par les faits. Et en plus, elle est pleine de contradictions logiques. D'ailleurs, ceux qui s'en sont servis, comme en Irak, se sont trompés sur sa signification. En particulier, le lien qu'elle établit avec la religion est trompeur. En effet, ce n'est pas par la réconciliation
des croyances religieuses que l'on parviendra à un monde pacifié. Le monde est beaucoup plus divers que cette vision simpliste ne le laisse entendre. Mais tomber dans une vision symétriquement opposée serait à la fois irénique et naïf. Les organisations intergouvernementales et les ONG cherchant à établir des conditions de dialogue ne devraient pas le faire sur des bases culturelles, mais davantage sur des bases diplomatiques et politiques en s'aidant de principes issus de la philosophie politique elle-même. Merci.